Merci beaucoup, bienvenue à la Maison du Peuple. C'est un plaisir de revenir ici parmi vous. Je tiens tout d'abord à remercier Michel Fleury, le conspirateur de cette tournée en Suisse. C'est un plaisir de revenir chez vous. Je remercie le POP pour son aimable invitation ici à Lausanne. Comme vous le savez, Fidel Castro est une figure controversée en Occident, où son image est extrêmement négative. En revanche, il est plébiscité dans le reste du monde, dans le tiers-monde, dans ce qu'on appelle le Sud global, en Amérique latine, où il est perçu comme étant le vecteur d'un message universel d'émancipation, comme étant le défenseur de l'aspiration des peuples à la souveraineté nationale, à la justice sociale et à la dignité humaine. Et il est également perçu comme étant l'archétype de l'anti-impérialiste du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est entré de son vivant dans le panthéon des grands libérateurs et son prestige, son œuvre a dépassé les frontières nationales, même continentales, pour irriguer le monde entier. Depuis José Martí, le héros national cubain, aucun leader politique n'a symbolisé autant l'aspiration du peuple cubain à la véritable indépendance comme Fidel Castro. Il faut savoir que Fidel Castro bénéficiait d'une double légitimité. Tout d'abord, la légitimité historique, puisqu'il a renoncé à ses privilèges de classe, il a pris les armes pour lutter contre la dictature sanglante de Fulgencio Batista, qui écrasait Cuba depuis 1952. Dictature soutenue, comme vous le savez, par les États-Unis jusqu'aux ultimes instants. Et il a fait de l'île, il a réalisé l'œuvre de José Martí de construire enfin une patrie souveraine et indépendante. Si José Martí a été le théoricien de l'édifice patriotique, Fidel Castro a été le réalisateur de cette aspiration à l'émancipation pleine et entière. L'autre légitimité de Fidel Castro était une légitimité d'ordre constitutionnel, puisque, contrairement à ce que l'on aurait pu penser ici en Occident, Fidel Castro a régulièrement été élu comme président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres depuis 1976. Donc de 1976 à 2006, sur ces 3 décennies, il a été président du Conseil d'État et du Conseil des ministres. Contrairement à une idée reçue, la révolution cubaine a eu plusieurs présidents. Le premier président de la Cuba révolutionnaire, c'était le juge Manuel Urrutia. Il est resté peu de temps parce que dès qu'il s'est rendu compte que Fidel Castro avait l'intention de prendre au pied de la lettre la notion de révolution, il a vite quitté le pouvoir. Ensuite, donc il est resté 6 mois de janvier 59 à juillet 59. Par la suite, lui a succédé Osvaldo Dorticós, qui a occupé le poste de président jusqu'en décembre 1976, jusqu'à la rédaction de la nouvelle constitution. Fidel Castro, durant cette période, n'était que Premier ministre. J'exagère quand je dis que Premier ministre, puisque ça restait malgré tout l'homme le plus important du pays, le référent révolutionnaire, non seulement pour le peuple cubain, mais également pour les peuples d'Amérique latine et du tiers-monde. Fidel Castro, comme vous le savez, n'aurait jamais pu rester au pouvoir pendant une période aussi longue sans le soutien indéfectible du peuple cubain. Personne ne peut, dans un contexte d'hostilité aussi extrême imposé par les États-Unis, aucun leader politique ne peut résister à l'impérialisme sans le soutien unanime de son peuple. Je crois qu'il y a 3 facettes qui caractérisent Fidel Castro. La première, c'est d'abord celle de l'architecte de la souveraineté nationale, celui qui a fait de l'île
de Cuba une nation souveraine et indépendante. Parce qu'il faut rappeler ce qu'était Cuba avant 1959. Cuba a été la dernière colonie espagnole à conquérir formellement son indépendance. Cuba a vécu 3 guerres d'indépendance, donc la guerre la plus longue, la guerre d'indépendance la plus longue de l'histoire de l'Amérique latine, de 1868, début de la Première Guerre, jusqu'en 1898, fin de ce que l'on appelait la Deuxième Guerre d'indépendance, même s'il y a eu entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre ce que l'on appelait la Petite Guerre, la Guerra Chiquita de 1879, 1880. Première guerre d'indépendance, 1868-1878, qui s'est soldée par un échec en raison des divisions au sein du mouvement révolutionnaire. Et la division ne peut mener qu'à la déroute, qu'à l'échec. Ensuite, il y a eu cette petite, ce que l'on appelait la Guerra Chiquita, 1880, et ensuite la fameuse guerre nécessaire lancée par José Martí en 1895 et qui en 1898, alors que les Cubains avaient remporté le combat contre l'Empire espagnol moribond, les États-Unis sont intervenus militairement pour empêcher les Cubains d'obtenir leur indépendance. Donc telle était la réalité de la Cuba pré-révolutionnaire, de la Cuba avant Fidel Castro, une 1902 qu'ont fait les États-Unis en 1902 lorsque le Cuba a été formellement indépendante. Ils ont intégré ce que l'on a appelé l'amendement Platt, qui réduisait en miettes toute notion d'indépendance. Il faut garder en tête cet affront, cette humiliation du peuple cubain qui a vu en définitive 3 décennies de lutte, 3 décennies de sacrifices brisés par la volonté hégémonique des États-Unis. L'amendement Platt stipulait que les États-Unis pouvaient intervenir militairement dès lors qu'ils l'estimaient nécessaire dans les affaires internes de Cuba. De la même manière, la Cuba pré-révolutionnaire ne pouvait, du moins celle qui durerait jusqu'en 1934 et l'abrogation de ce fameux amendement Platt, la Cuba de 1902 à 1934 ne pouvait pas signer d'accord bilatérale avec une nation du monde sans l'autorisation des États-Unis. Et enfin, vestige qui perdure, qui persiste jusqu'à aujourd'hui de ce fameux amendement Platt qui était un rappel constant du caractère imparfait, quand je dis imparfait, c'est pour ne pas dire illusoire, de la souveraineté de Cuba, puisque encore aujourd'hui, il y a la base navale de Guantánamo occupée illégalement et illégitimement par les troupes états-uniennes. Telle était la Cuba pré-révolutionnaire, donc, où la souveraineté nationale n'était que théorique, où en réalité il s'agissait d'une république néocoloniale où l'on pouvait humilier constamment le peuple, y compris le premier magistrat de la nation. Et je cite souvent cette anecdote de 1920, lorsque le président des États-Unis, Woodrow Wilson, décide d'envoyer un émissaire spécial dans l'île sans en informer le président cubain de l'époque, Manuel García Menocal. Et lorsque Menocal s'en émeut dans un courrier diplomatique et demande des explications à son homologue états-unien, que lui répond dans un courrier diplomatique écrit Wilson, je le cite de mémoire, le président des États-Unis n'a pas besoin de l'autorisation du président de Cuba pour envoyer un émissaire dans l'île. Donc telle était la Cuba pré-révolutionnaire où l'on pouvait humilier le président de la République, où l'on pouvait humilier tout un peuple, où l'homme le plus important du pays était non pas le président, mais l'ambassadeur des États-Unis. Et donc, le 1er janvier 1959, Cuba a obtenu, après 25 mois de lutte armée, la souveraineté pleine et entière et a informé le reste du monde, en particulier les États-Unis, que dorénavant, les rapports avec la Havane se feraient d'égal à égal, sur une base d'égalité souveraine, sur une base de réciprocité et sur une base de non-ingérence dans les affaires internes. Bien entendu, les États-Unis
ne pouvait accepter un tel état de fait, puisque, comme vous le savez, Washington n'accepte qu'un seul type de relation, la relation asymétrique, la relation de décideur à subordonné, la relation de maître à affidé. Mais Fidel Castro, encore une fois, était bien déterminé à prendre au pied de la lettre le principe de souveraineté nationale. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis vont implacablement harceler et étrangler économiquement Cuba, état de siège qui dure encore à ce jour, malgré les multiples condamnations de la communauté internationale, et qui constitue le principal obstacle au développement du pays. Donc, Fidel Castro, c'est l'architecte de la souveraineté nationale, celui qui a rendu la dignité au peuple cubain, celui qui a su dire non, le premier à oser dire non aux États-Unis. Vous avez remarqué que les États-Unis n'acceptent qu'une seule réponse, c'est yes. C'est celle qu'a donnée von der Leyen il y a quelques semaines, lorsque le président Trump, unilatéralement, arrive et à son allié, l'Europe, rendez-vous compte, lui dit, l'informe que dorénavant, les États-Unis allaient augmenter les droits de douane de 15%. Si l'Union européenne avait une quelconque dignité, une quelconque sensibilité pour la notion de souveraineté nationale, de souveraineté européenne, de réciprocité, l'Europe aurait, à son tour, appliqué une mesure similaire, c'est-à-dire taxer à hauteur de 15% les produits états-uniens entrant sur le continent. Mais non, l'Union européenne n'a rien fait parce que les États-Unis ne considèrent pas l'Union européenne comme un allié, mais comme un affidé. Et Cuba, la petite Cuba, malgré sa taille modeste, malgré son histoire mouvementée, malgré ses ressources limitées, malgré la fatalité géographique, puisqu'elle se trouve à 150 km de Floride, a su dire non. A su dire non par la voix de son plus fidèle représentant, Fidel Castro. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la principale conquête de la révolution cubaine, qui est la conquête de la souveraineté, qui est la souveraineté nationale. La deuxième facette de Fidel Castro, c'est celle du réformateur social. Celui qui a placé l'être humain au centre du projet de transformation socio-économique, du projet transformateur, en récupérant les richesses nationales et en les distribuant équitablement parmi le peuple. Il faut rappeler ce qu'était la Cuba en 1959. 40% des terres étaient entre les mains des États-Unis, qui contrôlaient les télécommunications, qui contrôlaient le secteur pétrolier, et il n'y avait en d'autres termes aucune souveraineté réelle. 73% des exportations cubaines étaient destinées au marché des États-Unis. 67% des importations cubaines venaient des États-Unis. Il y avait donc une dépendance économique totale. Et qui dit dépendance économique dit dépendance politique. Et Fidel Castro, malgré ce contexte d'hostilité extrêmement sévère, malgré l'imposition implacable de sanctions économiques dès 1960, qui n'ont cessé d'être renforcées par les différentes administrations états-uniennes, Cuba a réussi à créer la société la moins injuste du tiers-monde. Cuba a nationalisé tout d'abord l'éducation. L'éducation était devenue non pas un privilège d'une minorité, mais un droit du peuple. Avec cette campagne d'alphabétisation épique en 1961, où en l'espace d'une année, Cuba est devenu le premier territoire d'Amérique latine à s'être débarrassé de l'illettrisme. Ce qui montre en définitive que dès lors qu'il y a la volonté politique d'améliorer le sort du peuple, les résultats sont là. Aujourd'hui, selon une étude réalisée par l'UNESCO, les élèves cubains
il y a une étude faite par l'UNESCO sur 12 pays d'Amérique latine. Eh bien, selon cette étude, les élèves cubains obtiennent les meilleurs résultats dans toutes les matières. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'investissement massif de la révolution cubaine dans l'éducation. Les conquêtes de Cuba dans le domaine de la santé sont connues de tous et de toutes. Cuba, aujourd'hui, dispose d'un modèle de santé publique qui est le modèle prééminent pour le tiers-monde, monopole d'État, gratuit, universel, basé sur la médecine préventive, extrêmement efficace. Cuba, c'est le pays qui dispose du plus grand nombre de médecins au monde par habitant. Aucun autre pays ne dispose d'autant de médecins par habitant que Cuba parce qu'il y a eu une volonté de la révolution cubaine menée par Fidel Castro de faire de la santé un droit du peuple et pas le privilège d'une élite. Les résultats sont connus, l'indice de développement humain de Cuba aujourd'hui est similaire à celui des nations les plus développées, taux de mortalité infantile qui a été le plus bas en 2016 du continent américain, plus bas que celui du Canada et des États-Unis, et aujourd'hui un peu remonté, il est plus de 4 pour 1000, mais de 7 pour 1000, notamment en raison des sanctions implacables imposées par les États-Unis et qui affectent gravement, y compris la santé des Cubaines et des Cubains. Mais 7 pour 1000, ça reste quand même un taux de mortalité infantile extrêmement bas, similaire à celui des États-Unis. L'espérance de vie des Cubains est de 78 ans, c'est-à-dire similaire à celle des nations les plus développées. Cuba est le seul pays, selon l'UNICEF, d'Amérique latine et du tiers-monde à s'être débarrassé de la malnutrition infantile. Voilà donc les conquêtes de la révolution cubaine menée par Fidel Castro, qui font de lui donc ce réformateur social qui a placé son peuple au centre du projet réformateur, au centre du projet sociétal. La troisième facette de Fidel Castro, c'est celle de l'internationaliste solidaire. C'est celui qui a fait de la solidarité active et concrète avec les peuples du Sud en lutte pour leur émancipation un pilier de la politique étrangère de l'île. Et l'un des premiers pays à bénéficier de cette aide internationaliste, ça a été le Chili dès 1960, lorsque un tremblement de terre a ravagé le pays. Cuba a dépêché, malgré ses modestes ressources, une aide humanitaire. Cette aide, l'internationalisme solidaire de Cuba, va véritablement s'affirmer à partir de 1961 et 1962, lorsque Cuba va apporter un concours au peuple algérien en lutte pour son indépendance contre le colonialisme français. Rendez-vous compte, à l'époque, 1962, John Kennedy avait déjà imposé des sanctions économiques totales contre Cuba. La réelle politique aurait voulu que Cuba n'apporte pas d'aide au peuple algérien et ne se fâche pas avec un pays aussi important que la France du général de Gaulle. Mais la révolution cubaine avait fait de la solidarité internationaliste, du droit du peuple algérien à l'autodétermination, une cause sacrée. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce concours matériel, pas uniquement dans le discours, pas uniquement au sein des Nations Unies, mais concrètement par une aide militaire, en envoyant des armes au Front de Libération Nationale, en accueillant des moudjahidines blessés à La Havane, en accueillant également des orphelins de guerre. Tel a été, en Algérie, a été inauguré l'internationalisme solidaire du peuple cubain, et c'est la raison pour laquelle les deux peuples sont si intimement liés, c'est la raison pour laquelle il y a chez le peuple algérien une dette de gratitude importante à l'égard du peuple cubain. L'aide militaire de Cuba, le soutien concret aux mouvements indépendantistes et révolutionnaires à travers le monde
bien entendu, c'est bien entendu matérialisé en Amérique latine, mais également en Afrique. Il y avait en Afrique une relation spéciale entre ce que l'on a appelé la Mecque des révolutionnaires, l'Algérie, qui, après l'indépendance, est devenue le refuge de tous les révolutionnaires du monde entier. Nelson Mandela s'est formé militairement en Algérie et d'ailleurs, à sa libération, le premier pays que Mandela visite, c'est l'Algérie. Et le premier pays que Nelson Mandela visite hors d'Afrique, c'est Cuba. Parce que il avait en tête la dette de gratitude et le soutien indéfectible qu'a apporté Cuba à la lutte des peuples d'Afrique pour l'émancipation. Comme vous le savez, Cuba, on a fêté au début de ce mois, le 5 novembre, le 50e anniversaire de l'opération Carlota. En 1975, à l'indépendance de l'Angola, l'Afrique du Sud, suprémaciste, celle du régime de Pretoria, de l'apartheid, a envahi l'Angola pour empêcher la prise du pouvoir du MPLA d'Agostinho Neto. Et l'Angola a sollicité le concours de Cuba et de Fidel Castro pour défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Angola. Et ça a été la première intervention massive de Cuba en Afrique. 30 000 hommes sont intervenus en 1975 et ont repoussé l'invasion sud-africaine. Et à partir de cette date, le mythe de l'invincibilité de l'homme blanc a commencé à s'effriter, puisque le régime de l'apartheid, comme vous le savez, reposait entre autres sur ce mythe. On ne pouvait pas vaincre l'armée sud-africaine, qui, soit dit en passant, était soutenue, armée, financée par les puissances occidentales, à commencer par la France, par le Royaume-Uni et bien entendu par les États-Unis. Eh bien, en 1975, les troupes d'élite sud-africaines se sont vues infliger une défaite par les troupes noires cubaines et angolaises. Et la bataille décisive qui mènerait à la chute de l'apartheid en 1988, c'était la bataille de Cuito Cuanavale, où l'armée cubaine avec les Angolais ont infligé une déroute sanglante à l'armée sud-africaine qui a été contrainte de se replier et de s'asseoir à la table des négociations pour garantir l'indépendance de l'Angola, de l'indépendance de la Namibie, et 3, ce qui s'ensuivait, la fin du régime de l'apartheid. Et c'est la raison pour laquelle Nelson Mandela s'est rendu dès sa libération à Cuba pour dire à Matanzas, sur la place de la ville, que sans le concours décisif des Cubains, il serait toujours en prison. Pour dire également que le seul pays qui est intervenu en Afrique, non pas pour piller les richesses des Africains, mais pour défendre la liberté du peuple africain, c'était Cuba. Et Fidel Castro a apporté sa réponse, a expliqué pourquoi il était intervenu en Afrique. Il a rappelé que Cuba avait une dette historique à l'égard de l'Afrique, puisque les premiers insurgés à prendre les armes contre le colonialisme espagnol en 1868, c'était les esclaves qui avaient brisé leurs chaînes et qui avaient été arrachés à la terre d'Afrique pour défendre par la suite l'indépendance de Cuba. Et Cuba donc a payé sa dette vis-à-vis de l'Afrique. Basé sur l'adage martinien qui constitue la doctrine de la politique étrangère de Cuba, la patrie, c'est l'humanité. Donc, voilà en définitive pourquoi Fidel Castro est également l'internationaliste solidaire. Aujourd'hui, cet internationalisme ne se matérialise plus de façon militaire, par un soutien militaire, mais par une coopération médicale accrue. Là encore, l'Algérie a été l'heureux récipiendaire de la première brigade médicale cubaine en 1963. Suite à l'indépendance du pays, la plupart des médecins
qui se trouvaient en Algérie ont émigré vers la France et une crise sanitaire terrible frappait le peuple algérien. Cuba, qui se trouvait également dans une situation compliquée, puisque sur les 6000 médecins qu'il y avait en 1959, 3000 avaient choisi d'émigrer vers les États-Unis, attirés par les opportunités offertes par le gouvernement des États-Unis, qui avait décidé, dans sa guerre idéologique contre la Havane, de vider l'île de son capital humain, de son personnel qualifié. Malgré ses propres difficultés, Cuba a dépêché une brigade d'une 60aine de personnel de santé qui ont apporté une contribution, un concours salutaire au peuple algérien. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, près de 150 pays ont pu bénéficier de la coopération médicale cubaine. Comme vous le savez, cette aide est gratuite pour les pays à faible revenu et pour les pays dits à revenus intermédiaires, il y a une contrepartie, soit en matière première, soit en émoluments financiers. Le coût mensuel pour un médecin cubain dans un pays à revenus intermédiaires est d'environ 3 000 $. Sur ces 3 000 $, le médecin lui-même touche 900 $ et les 2100 $ restants vont à l'État cubain et servent notamment à financer le système de santé gratuit et universel de Cuba, mais également les missions internationalistes dans les pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'apporter une compensation à cette aide. Deux programmes emblématiques de cette solidarité cubaine. La première est dans le domaine de l'éducation avec le programme Yo Si Puedo, qui a été créé en 2003 par une pédagogue cubaine et qui a permis d'alphabétiser à ce jour 10 millions de personnes à travers le monde, en plusieurs langues, en espagnol, en français, en portugais, en créole. Et ce programme a même été utilisé dans les pays développés, en Espagne notamment, dans la ville de Séville. L'autre programme emblématique de cette solidarité cubaine, c'est l'opération Miracle, l'opération Milagro dans le domaine de la santé qui a été lancée en 2004 par Fidel Castro et Hugo Chavez, la glorieuse époque, et qui consiste à opérer gratuitement les latino-américains, dans un premier temps pauvres, les peuples pauvres, atteints de cataracte ou d'une autre maladie oculaire. Depuis cette date, plus de 3 millions de personnes ont pu être opérées grâce au concours notamment de Cuba. Donc la solidarité internationaliste, l'internationalisme solidaire de Cuba, c'est une aide concrète. C'est un soutien politique, c'est un soutien matériel, c'est un soutien solidaire au nom du principe universel de fraternité entre les peuples. Donc pour résumer, je résumerai mon propos en rappelant ces trois facettes. Cuba et Fidel Castro, son leader, ont réussi à faire de leur pays un modèle de souveraineté nationale, un symbole de résistance à l'oppression, un modèle de courage pour les peuples du Sud qui longtemps ont été humiliés. Et Fidel Castro, avec ses trois facettes, celle de l'architecte de la souveraineté nationale, celle du réformateur social et celle de l'internationaliste solidaire, a marqué à jamais l'histoire de Cuba. Tout comme José Martí, il occupe le panthéon des libérateurs, non seulement cubains, mais également des peuples du Sud, et c'est la raison pour laquelle, malgré les campagnes médiatiques occidentales pour diaboliser son œuvre et sa figure, les peuples du Sud savent reconnaître les leurs et savent reconnaître qui a été Fidel Castro, le défenseur des opprimés, celui qui s'est toujours rangé
du bon côté de la barricade. Eh bien, je vous remercie et je vous laisse la parole parce que je crois que j'ai assez parlé.